C'est vrai que j'ai fait un premier poème sur Gagarine, donc ça c'est mon entrée dans la poésie. Ça me rappelle un peu le monde des premiers Spoutnik des années 50, 60. Mais aussi très, très jeune, j'avais lu des Tintins. Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Et le CERN, c'est comme les endroits où il y avait la préparation de la fusée avec tournesol et tous les ingénieurs innombrables qu'il y avait dans le Tintin. Et là, j'ai traversé dans des bâtiments où j'avais l'impression d'être dans le Tintin de l'enfance. Presque les mêmes bureaux. Les dispositions internes ressemblaient beaucoup à ce qu'il y avait dans Tintin. Donc ça donnait une sorte de réalité à un très vieux souvenir d'enfance. Ça, je trouve très beau aussi comme sculpture, hein, comme élément très moderne. Et un moderne qui a traversé le temps aussi, qui est déjà un peu hors d'usage, mais qui est une sorte d'antiquité. Et les choses qui ont beaucoup vécu, qui ont vieilli, qui ont servi à quelque chose et qui tout à coup restent sur le côté de l'existence, de la vie, c'est quand même un élément très poétique, hein. On est entouré d'ailleurs euh, de restes de sortes de prototypes, de machines très curieuses, très bizarres qui sont là. Et c'est au fond de la science à l'état résumé, à l'état plus qu'un état, comment dire, visuel, hein. C'est devenu, leur utilité pratique s'est perdue, mais le côté visuel est resté. Ça, je trouve que c'est un élément assez poétique. Oui, là, ce qui est frappant, qu'on a vu dans le CERN, aussi ces tunnels gigantesques, ces sortes de cathédrales de technologie avec toutes sortes des milliers de fils, de tuyaux, de connexions, c'est assez dément. Il y a une grande disproportion entre les moyens engagés et la petitesse des éléments trouvés. Et cette disproportion, elle est au fond assez poétique, hein. C'est un énorme travail pour une petite trouvaille, hein. C'est aussi la clé de la poésie. Beaucoup de travail pour un moment d'illumination qui arrive à un certain moment et qui couronne de longues réflexions. Euh, Flaubert disait qu'il y a beaucoup de transpiration pour un livre, et Caillois, qui est un scientifique, un écrivain scientifique, disait que un poète n'est jamais récompensé au-delà de ses mérites. C'est-à-dire que l'invention qui tombe sur lui à un certain moment, qui couronne un travail, elle ne vient pas comme ça. C'est parce qu'il y a eu un très long temps de préparation qu'il peut y avoir un moment d'invention. Ça, je crois que c'est assez juste. Un peintre disait d'ailleurs, un peintre, je crois, japonais, qui avait fait un très beau geste, une très belle œuvre, une très belle courbe, mais très rapide, en très peu de temps. Il dit, il m'a fallu 20 ans de préparation pour faire cette œuvre en quelques secondes. Et je crois qu'on a là l'illustration un peu concrète de cet énorme travail qu'il faut pour une vérification qui est au fond infime et qui est très rapidement faite. Peut-être rapidement faite, je ne sais pas trop, mais la disproportion entre les moyens engagés et la trouvaille est nette. Maintenant, ça veut dire que les toutes petites choses trouvées ont une grande importance. Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est ça les symétries bizarres. On pourrait employer un langage poétique pour dire ça, de bizarres symétries. Ouais. Bon, j'ai surtout appris ce que je savais déjà, en sens que il me manque beaucoup de choses. Je ne sais pas beaucoup de choses. On est mis devant l'étroitesse de son savoir, les manques, c'est ce qu'on perçoit beaucoup. Le vide, au fond, le vide des connaissances. Mais ça crée aussi de la curiosité, on a envie de savoir. Maintenant, j'ai compris des choses parce que la plupart de ces savants étaient quand même très bons pédagogues. Et j'ai une sorte de conception d'ensemble que je n'avais pas auparavant. Ah, ça c'est sûr. Donc j'ai un peu compris les choses en les simplifiant à l'extrême, parce que tout le monde les a simplifiés à l'extrême. Donc je les perçois un tout petit peu, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc il y a le livre de Monsieur Spiro qui est en folio. Là, je me dis, je vais aller voir ça, je vais tâcher de comprendre quelque chose d'autre. Mais je vois, disons qu'il y a quand même un fossé entre les connaissances qui sont les miennes et celles des savants qui sont là. Déjà, les formules mathématiques qui sont pour eux parfaitement lisibles
pour moi, c'est du chinois, hein, ces petites formules. Bon, c'est très beau, c'est beau à voir comme ça, mais parce qu'on est toujours fasciné par les formules qui sont énigmatiques. C'est comme Champollion devant les en Égypte, hein, il se disait mais qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes, quel est le sens, puis il y a une envie de savoir. Alors on sait que ça peut être compris, voilà, mais il y a vraiment une grande barrière à franchir et le temps nous manque jusqu'à notre mort pour arriver à comprendre vraiment ces formules, parce qu'on a choisi d'autres voies, parce que dans différentes directions, les connaissances sont quantitativement énormes, hein. L'histoire de l'art, c'est énorme, l'histoire de la sculpture, l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences, sont chaque fois des domaines gigantesques. Et ce qui manque, c'est le temps pour arriver à tout comprendre et à tout connaître. Ce qui était une de mes ambitions quand j'étais très petit, très jeune. À, je sais pas, 10, 11 ans, je pensais que je pourrais tout savoir. Je gardais tous les articles que j'avais, je les classais, je les distribuais. Tout ce que j'écoutais comme musique, je notais, je classais. Je pensais que j'arriverais à connaître tout ce qui était musique, tout ce qui était peinture. Puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était utopique, on n'y arriverait pas. J'ai même pas la place pour stocker les choses. Mais la rêverie reste, l'envie, la curiosité de connaître, de, de comprendre ce qu'on ne comprenait pas auparavant, c'est quand même quelque chose qui est latent en moi.